Bien, bah merci d'être là assez nombreux pour cette conférence donc, qui se fait dans le cadre du séminaire de master qui s'appelle Image d'architecture, image d'architecte, donc qui est un séminaire sur la question de la communication graphique, de la fabrication de l'image pour l'architecture, de l'image des architectes, de la relation entre les architectes, les images qu'ils produisent, et ce qu'ils veulent raconter de leur projet, ou parfois même de la façon dont le projet s'est fait, ou même d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que le titre de ce séminaire est un peu ambigu, parce que toutes ces relations sont un peu ambiguës et un peu croisées. Donc dans ce séminaire, nous allons avoir 4 intervenants. Catherine Simonet, qui est là ce soir, est donc la 3e intervenante, puisque demain matin, entre 9 et 12, vient un architecte qui s'appelle Thierry Maire, qui est de l'agence d'architecture TOA, et qui vient nous parler de sa pratique d'architecte avec l'image. Et évidemment, les étudiants du séminaire seront là, puisque ça fait partie de l'enseignement, mais tous ceux qui veulent participer et venir à cette intervention demain matin sont les bienvenus. C'est dans la salle B, à l'étage numéro 2. Voilà. Catherine Simonet a fait des études d'architecture d'intérieur. Elle a travaillé en agence d'architecture, et puis plutôt sur la question justement de la fabrication d'images pour les architectes chez qui elle a travaillé. Et puis après, elle a démarré une activité indépendante sur cette question-là. Donc elle est ici parce qu'elle a une pratique assez, comment dire, j'allais dire une longue pratique, mais c'était... oui, mais bon, c'est pas très poli, quoi, en fait. Mais en tout cas, une pratique qui est passée de l'image traditionnelle qui pouvait se faire, et qui se fait encore en particulier dans les écoles, au thé, à l'équerre, à la main, à maintenant l'utilisation des moyens informatiques que vous connaissez tous. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est cette relation et cette connaissance de la fabrication de l'image avec tous ces moyens. Elle travaille pour un certain nombre d'architectes, donc c'est ce que vous allez voir tout à l'heure, des noms plus ou moins célèbres et pour certains assez célèbres, donc une pratique à un niveau, à un haut niveau, comme on dit, de ce métier d'illustrateur d'architecture, et avec une capacité à travailler pour les architectes, mais avec eux. Donc il ne s'agit pas de faire une image, une fois que le projet est terminé, on fait une belle image de la chose. Il s'agit de participer au processus de conception, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis, vous allez le constater, évidemment, une sensibilité qui fait aussi la qualité de sa production, en particulier sur le traitement de la lumière. Donc je vais lui laisser la parole, elle va vous montrer plein de choses. Je pense qu'on est exactement dans le sujet du séminaire que certains d'entre vous ont suivi, et je suis aussi sûr que les étudiants qui n'ont pas suivi ce séminaire, qui j'espère le suivront dans quelques années, trouveront aussi beaucoup d'intérêt dans le propos qui va être développé. Donc voilà, je te laisse la parole. Je pense que j'ai tout dit. C'est bon. Bonsoir. Je voulais déjà remercier Nicolas de Poutot de m'avoir invité. Alors pour rebondir un peu sur ce que disait Nicolas, est-ce qu'on m'entend? Ça va? Oui. C'est assez étonnant parce que moi, effectivement, j'ai été diplômée en 89 et je suis allée travailler d'agence en agence, et là, j'étais... À l'époque, c'est assez impressionnant parce que je réfléchissais à ça il y a 23 ans. Donc, je suis diplômée, et il y a 23 ans, figurez-vous qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'ordinateurs. C'est incroyable parce que l'ordinateur, ça servait un peu au traitement de texte, un peu pour des tableurs et très très peu pour le dessin. Et puis, c'est arrivé petit à petit, assez rapidement. Et c'est assez étonnant. Et moi, j'ai un peu surfé là-dessus, quoi. C'est vrai qu'au début, en fait, je faisais des perces à la main, essentiellement à la main. Et je ne saurais
vous encourager ô combien à continuer à faire à la main, du moins au départ. Je vais vous montrer une série de perspectives ici. Moi, je travaille pas mal pour des urbanistes, donc dans ce que je vais vous montrer, il va être beaucoup de questions de comment on suggère l'architecture, quand il n'y a pas vraiment de projet architectural, qu'il s'agit juste d'une échelle très très grande, qui est l'échelle du territoire. Mais je vais vous montrer aussi d'après des projets d'architecture et de projets de réhabilitation et de bâtiments tout à fait neufs. Bon, on va commencer. Donc là, ce premier projet, ah oui, ce que je vais vous raconter aussi, ce que je vais vous dire, c'est qu'à chaque fois que je vais vous parler d'une image, je vais parler beaucoup du projet. Pour moi, une image, elle ne peut pas être dégagée du projet. Je ne fais pas une image toute seule dans mon coin, juste pour faire une belle image, tout ça. J'essaye toujours avec l'architecte, on se voit, on parle du plan, tout ça. En général, il y a une 3D qui a été faite, parce que maintenant, avec SketchUp, tout le monde fait des 3D. Avant, je les faisais aussi, les modélisations. Mais maintenant, je ne les fais plus. Et puis, on essaye de trouver le point de vue qui va être idéal, qui va raconter l'essentiel du projet. Mais en général, un architecte, au bout de 2 mois de boulot dans la phase concours, à la fin son projet est très très riche et il voudrait tout raconter. Et ça, c'est jamais possible. Donc, mon premier travail, ça va être un travail d'essayer de chercher la chose essentielle. Qu'est-ce qu'il faut ressortir du projet? Effectivement, après, tout va venir se greffer. Il va y avoir une épine dorsale comme ça, quelque chose d'assez fort. Et puis, de toute façon, tout le projet. Pareil pour vous, quand vous faites vous-même un dessin ou quand vous allez plus tard briefer des gens comme moi qui sont spécialistes de l'image, essayez d'être le plus simple possible. Essayez de dégager vraiment la chose la plus essentielle. Et vous verrez que de toute façon, votre image, elle va s'enrichir d'elle-même. Il n'y a pas de problème. C'est comme un projet. Alors là, ce premier projet, donc pour commencer, je vais vous parler de la perce aérienne. C'est une perce que j'avais fait pour Luc Westman et Il Paysagiste. Alors, il s'agit d'une énorme station d'épuration qui a une dizaine de kilomètres de Paris, qui épure les 4/5e des eaux de Paris. On voit Paris qui est dans le fond, là-bas. Voilà. Et pour ce concours, il était demandé 3 perces aériennes. Et celle-là, c'est la plus jolie, je trouve, que j'avais fait. Donc déjà, le choix, l'architecte avait avait loué un hélicoptère, ils avaient été faire des photos d'en haut, et puis cette photo-là donnait particulièrement bien. On voit la Seine ici, le méandre de la Seine, et puis l'ancienne station d'épuration qui est là, et il devait y avoir tout un projet d'extension, avec déjà ici des nouveaux bâtiments. Donc là, la photo qu'on a prise, en fait, elle devait être plus grande que la photo qu'on avait, donc elle était complétée par cette photo-ci. Voilà le projet, on voit très bien l'ancienne station d'épuration qui est là. Et puis en fait, le projet des architectes, c'était ici, on a la forêt de Melun-Sénart, qui est là, ici. C'est des endroits très très stratégiques. Donc il faut absolument que ce soit complètement fermé. Mais ils avaient un gros problème, c'est un coin très très chic de la banlieue parisienne. Et puis les stations d'épuration, c'est pas très glamour. Donc ils avaient tout un souci par rapport aux riverains. Il fallait que ce soit vert, tout ça, que ce soit beau. Et notamment, il y avait une confrontation avec la forêt de Melun-Sénart qui est là. Et il y avait toute une zone, la souris ne marche pas très bien, toute une zone tampon qui était mise en place et qui allait être donnée aux scolaires, aux gens qui voulaient, tout ça. Et puis, le projet, lui, était très très simple, mais marchait très bien. En fait, l'idée, c'était d'avoir une grande épine dorsale comme ça. Oups, ça ne marche pas super bien. Le terrain fait 8 km de long, de là à là. Et les anciens bâtiments étaient là, les nouveaux venaient ici. Donc voilà, ça c'est la perspective. Donc on voit ici ce que je vous disais de la forêt de Melun-Sénart, l'espace tampon. Et puis ici, cette épine dorsale, désolé, ça marche vraiment pas bien, donc qui allait être plantée d'arbres assez majestueux, d'alignement. Donc il y a ici toute une série de nouveaux bâtiments. Alors c'est pareil, c'était de l'urbanisme, c'était juste un principe d'organisation qu'il fallait montrer à ce stade-là. Ici il y a un ballon parce que tout ça c'est vert et tout ça, des toitures qui étaient plus ou moins verdies parce que tout ça c'est très écologique et puis voilà. Donc après il y avait toute une série de vues qui étaient depuis le sol, c'est un terrain immense. Donc c'était important d'avoir ce ballon comme point de repère. Et puis vous allez voir, la première perspective au sol, elle donne sur l'axe où il y a les grands arbres plantés, qui est celle-là.
Donc on reconnaît ici cet axe qu'on va suivre dans tout le projet. C'est très important, quand on fait une image, je pense, d'être très clair, de se mettre à la place des gens qui découvrent un projet. C'est très, très compliqué de se mettre dans un projet. Donc là c'est l'espace tampon entre la forêt de Melun-Sénart et justement la limite de l'enceinte des stations d'épuration. Et le fameux ballon là, qui sert de point de repère. Un axe qui partait vers la Seine, un axe avec de l'eau. Et alors ça c'est marrant parce qu'ils ont gagné le concours. Cette équipe-là a gagné le concours et trois ans plus tard, en fait, il y a eu des concours point par point pour chaque bâtiment. Et ça, c'est un des bâtiments. On retrouve l'axe central ici. Mais par contre, ça, c'est un vrai concours d'archi. Donc c'était ce bâtiment-là, qui est un bâtiment de traitement des boues, qui est là. Donc là, c'était quelque chose de beaucoup plus précis au niveau de l'architecture. Là, je vais vous parler de Bruno Fortier, qui est un urbaniste, voilà, un bon urbaniste. Et là, il a fait un projet à Brest, qu'il a gagné un concours sur le plateau des Capucins. C'est l'affiche que vous avez vue. Ça, c'est pour vous présenter un peu l'endroit du concours. Ici, on a Brest, la ville, le centre-ville de Brest. Ici, un fleuve ou une rivière, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ici, on avait tout un terrain militaire qui s'appelle le plateau des Capucins, avec ici un arsenal, en fait, qui est conservé pour faire un genre de cité des sciences. Et puis, il y avait tout un quartier ici à organiser. Donc, c'était vraiment de l'urbanisme, ça. Il est juste question d'organisation, mais pas du tout de déjà définir de l'architecture précisément. On doit donner des gabarits, peut-être des idées de matériaux, mais pas plus. Voilà, ça, c'est un bout de perce. Alors, ces perces-là, pour ces gros concours-là, moi, en général, je travaille en binôme avec d'autres perceman. On n'a pas vraiment de nom pour notre métier. Oui, ça c'est un truc que je ne vous ai pas précisé. Il y a beaucoup d'agences d'illustrateurs qui modélisent. Moi, je ne modélise pas du tout. Je travaille essentiellement sur Photoshop. J'utilise en fait Photoshop comme on utilise un crayon. Voilà, mais je ne fais pas de modélisation. Voilà, c'est ma particularité. Donc ça, c'était la perce du concours. Justement, alors ce qu'il fallait mettre en avant, c'était ce grand horizon dégagé comme ça, et puis qu'il allait construire comme ça les bâtiments en cœur, vraiment très groupés, et dégager une grande allée, une grande promenade. Ça, c'est une vue de l'autre côté, en fait, où on voit l'ancien arsenal. Et ici, ces bâtiments-là, c'est toujours au moment où l'architecture n'est pas définie, donc il fallait vraiment montrer comment... Là, pour l'instant, il y a une espèce de... Enfin, le chantier est parti, mais il y avait une espèce de forêt avec des vieux bâtiments en ruine. Et montrer comment on pouvait avoir ce plateau comme ça qui pouvait accueillir les gens avec le tram qui arrive, et puis comme ça qu'ils puissent aller dans la Cité des Sciences. Comment cet endroit pouvait être accueillant. Donc voilà l'image qui fait l'affiche, qui est vue aussi du même côté, en fait, mais on est au sol. En fait, on est ici. Et on a un point de vue plus... Et je vais vous montrer comment, étape par étape, comment elle a été construite. En fait, les étapes que je vais vous montrer, c'est plutôt les allers-retours que j'ai envoyés à l'architecte. On s'est rencontrés, on a choisi ce point de vue. Ce qu'il voulait raconter ici, c'était justement comment il allait construire le haut de ce relief. Et puis ici, comment il aménageait, enfin on ne le voit pas très bien, mais de quelle façon il conservait l'arsenal. Et voilà. Donc en fait, ici, Bruno Fortier, lui, même s'il s'agit d'urbanisme, il veut toujours avoir une idée très très précise des bâtiments. C'est-à-dire que là, on a l'impression que ça pourrait être presque un projet d'architecture pure, alors que ce ne sera jamais construit comme ça. L'idée là, c'était vraiment dire que les bâtiments vont être plutôt en R+5, tout ça. Donc voilà, la première étape, donc moi je suis allée chez lui, et puis il y avait une modélisation, je ne sais plus sur quel logiciel c'est, mais ce n'est pas SketchUp, c'est un autre. Je ne sais plus ce que c'est. On a choisi ensemble, on s'est baladé un peu partout, puis on s'est dit là c'est pas mal, ça va bien donner. Donc voilà à quoi ça ressemble, le document de départ que j'ai. C'est vraiment une modélisation grossière. Et puis après, Bruno Fortier me donnera des références en architecture, parce qu'il n'est pas question de dessiner l'architecture, mais il n'est pas question non plus de passer du temps à imaginer des bâtiments. Mais par contre, on peut avoir une idée de, voilà, j'aurais des bâtiments
plutôt comme celui-là, en métal et verre, et qu'on retrouve ici, ou ça, ce genre de référence. Donc voilà, on repart avec le point de départ de base. Voilà un premier calage. Alors c'est vraiment pas joli, hein. Les premiers trucs que j'envoie, c'est très... J'envoie ça pour être sûr que je ne me trompe pas dans les gabarits. On est bien d'accord, les échelles sont bonnes. Est-ce qu'on met plus ou moins ce genre de bâtiment? Voilà, on discute. Donc ça avance un peu. Là on voit qu'au premier plan, il y a la matière du... J'ai récupéré ça dans des photos, la matière du sol. En fait, ma technique, c'est toute une série de collages que je récupère un peu à droite, à gauche. Là, qu'est-ce qui a changé? Le bâtiment, apparemment, ne va pas, donc on cherche un autre bâtiment. Vous voyez, derrière la pile, il y a aussi les histoires de... Au début, il y avait une pile ici qu'on ne va jamais faire apparaître aussi. Ah oui, je montrais ici. Oups, excusez-moi. Donc cette pile-là, assez rapidement, on décide de ne pas la mettre. Il y a une chose importante dans le dessin, c'est que le dessin est là, quand vous faites un dessin de projet, le dessin est là pour raconter votre projet, pas une réalité. Enfin, c'est un peu ambigu comme histoire, parce qu'il ne faut pas non plus être complètement faux. Mais il ne faut pas se laisser ennuyer par des détails. Enfin, par exemple, la pile, là, elle nous embête vraiment. Et en plus, quand on est vraiment sur cette route, je suis sûre qu'on ne la sent pas comme on la sent dans le dessin, parce qu'on va avancer, assez vite, elle va disparaître de notre vue. Bon, elle est là, elle est vraiment là. Si on prend une photo, maintenant, elle est là. Mais bon, on s'en fout, quoi. Donc, elle va vraiment nous gêner, donc on va l'enlever. Je vais quand même garder l'autre, parce que bon, on va quand même signifier qu'on passe sous ce pont. Voilà, donc on avance, on change un peu des détails. Là, les bâtiments ont encore changé. Et puis, en fait, je me rends compte que cette pile n'est pas là, mais là, j'ai un vrai gros problème, c'est que c'est vraiment très, très moche. Cette photo de base que j'avais, c'est pas beau du tout. Et ils ont des contacts sur place, Atelier de Lille, qui sont associés avec lui. Et donc, à Atelier de Lille, je vais envoyer ce document-là en disant, voilà, j'ai vraiment besoin que vous alliez sur place reprendre des photos, parce que là, c'est très, très laid, ça ne va jamais bien donner. Donc, je leur signifie que je voudrais que le soleil vienne de la gauche, donc que ce soit un soleil du matin. Et puis, je leur explique, je leur signifie clairement ce qui me manque, ce que je voudrais absolument qu'on voit dans la vue, c'est-à-dire la façade latérale du hangar, et puis plein de choses, quoi, l'usine en contrebas, des choses comme ça. L'image suivante, c'est le projet végétal avance un peu, donc je commence à mettre les masses arborées. Alors c'est pareil, à chaque fois, ça j'envoie à Bruno Fortier. Il me dit, ok, c'est bon, on continue. Je fais jamais mon truc dans mon coin. Et voilà, là l'atelier de Lille a pu m'envoyer les photos d'en bas, donc j'ai pu reconstituer en fait le paysage ici. Et on voit que c'est beaucoup mieux. Je crois que là, on n'arrive pas très loin de la fin. Voilà, là, les ombres sont apparues. Les bâtiments sont plus texturés qu'avant. Là, c'est quasiment la perce finale. Mais à ce moment-là, Bruno Fortier se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que l'échelle est très, très compliquée à comprendre. Et en fait, il me dit, mais il faut absolument rajouter ici un escalier pour qu'on comprenne déjà le relief, et puis aussi que ça donne une idée d'échelle, et puis savoir que... Voilà, qu'on peut directement accéder par le haut et ça rendra l'endroit plus sympathique. C'est pas encore là, c'est la suivante. Voilà, là où est arrivé l'escalier. Et puis, il y avait aussi un problème sur les essences. Au début, il m'avait dit de mettre des essences de sous-bois, genre des fougères, des choses comme ça. Et en fait, ça paraissait un peu sévère. Et il a demandé c'était Michel Pénat, qui était le paysagiste associé là-dessus, un avis sur et puis il est parti sur des fleurs bleues qu'on trouve là-bas, qui sont des fleurs bretonnes. Voilà, donc ça c'est l'image finale, avec quelques réglages. Un autre projet d'urbanisme, alors vous allez voir par rapport à Bruno Fortier, ici c'est David Mangin, l'atelier Sera. Mangin, suite au Grand Paris, il était associé dans l'équipe Descartes. Et il y a un quartier Paris est par là. Là, ici, on a la Marne ou la Seine, je ne sais plus. Tiens, enfin, ça doit être la Seine, je pense. Et on lui a demandé de réfléchir à la restructuration de tout un ancien quartier industriel, en fait. Et voilà, en général, les industries sont de moins en moins bienvenues au cœur des villes parce qu'elles représentent du danger, tout ça, et puis parce que le foncier vaut de plus en plus cher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cet endroit-là ? Alors, la première chose, moi, je n'ai pas fait de perce aérienne sur ce truc-là, mais voilà, David Mangin m'avait quand même donné un croquis qu'il avait fait depuis cette perce aérienne.
c'est très important de passer par là, parce que même pour l'architecte, ça simplifie les choses. Pour nous, Persman derrière, même pour les gens qui travaillent sur le projet, ça explique beaucoup de choses. Et voilà, donc toujours passer par le croquis, c'est toujours important. Alors il y a toute une série de perces. Alors vous allez voir qu'avec Mangin, les dessins sont beaucoup plus simples, beaucoup moins sophistiqués qu'avec Bruno, alors qu'il s'agit toujours d'urbanisme. Là, c'était une grande halle qui doit être... qui va devenir en fait un grand hub, comme ils disent, un nœud entre le train, le métro, le RER, tout ça, quoi. Voilà le dessin qui a été fait. Alors moi, je lui envoie ça, en lui disant, voilà, c'est un calage, tout ça. Il me dit, c'est parfait, on arrête tout. Je dis, ah bon, d'accord, très bien. Et je trouve qu'il a raison. Je trouve qu'à ce stade du projet, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Je trouve que c'est très clair, on comprend tout à fait les intentions. Mais ça, après, c'est l'adaptation à chacun, quoi. Je sais que Bruno Fortier est très... voilà, il faut rentrer vraiment dans le détail. Je vous montrerai aussi un autre exemple plus tard où on a des grandes discussions. Et puis d'autres non. Alors voilà, là, après, c'est l'aménagement de la halle. Donc voilà la photo qu'on me donne au départ. Et puis on me dit, voilà, là, maintenant, il faut qu'on sente que c'est un nœud ferroviaire, un machin. Donc, c'est pas moi qui fais le projet. Donc, on me parle de grandes trémies, on me parle de passerelles, tout ça. Donc ça, c'est un premier calage que j'envoie, on dit que c'est pas mal. Et puis voilà, l'aperçu final. Après, toute une série de... Quoi ? Je vais trop vite ? Voilà, donc ça, c'est toujours le quartier des Ardoines. Et c'est là où je voulais vous montrer que justement, pour David Mangin, quand il s'agit d'urbanisme, ce qui est important pour lui, c'est plus la volumétrie plutôt que de rentrer dans le détail des façades, quoi. Alors donc, du coup, les façades, ici, elles vont être juste... ça va être une texture qui va quand même donner une idée des étages, une idée de l'échelle. Mais voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail que ça. Pour lui, ce qui importe, c'est de montrer que ces bâtiments-là sont sur pilotis. C'est vraiment parler d'une volumétrie, parler plutôt de plein et de vide, quoi, de tension entre les choses. Et puis aussi montrer qu'il garde des choses comme ça, des reliquats de l'ancienne zone. C'est pas mal parce que ça devient des points de repère, quelque part. Donc une autre image. Alors là, on voit aussi, en fait, il y a certains bâtiments qui sont conservés. Et là, du coup, on garde ce côté très, très réaliste, en fait. Il n'y a pas de raison, d'ailleurs. Hein, c'est des photos qu'on a, donc, comme la gare du théâtre. Et ce n'est pas forcément gênant que ce soit confronté avec quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la volumétrie et de la suggestion, en fait. Et là, c'est pareil. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Le problème, c'est vrai que le problème quand on fait des images comme ça, c'est que souvent, il faut savoir, quand vous faites une image, à qui vous vous adressez en face. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément la même image quand on s'adresse à un public d'architectes. Si vous allez faire un concours et vous savez que le jury est composé d'architectes branchouilles, parisiens ou autres, tout ça, vous n'allez pas forcément faire ce genre d'image. Mais par contre, si vous savez qu'en face, les gens qui vont juger de votre projet sont des maires, des élus, des gens comme ça, qui n'ont pas forcément une culture graphique, faites attention à ne pas faire des images trop radicales, Mais bon, toutes les images sont bonnes. Hein. Il n'y a pas de type d'image moins bonne que d'autres. Il faut juste savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut dire. Là, pour les Ardoines, toujours pareil, il voulait absolument montrer, David Mangin, que ce terrain-là, en fait, pouvait être urbanisé, aménagé, à très longue échéance. Donc il m'a demandé de faire une série de perspectives où on voit ce terrain-là évoluer au cours des années. Son idée, c'était d'installer un grand parc le long de la Seine, et puis montrer qu'on pouvait peut-être mettre un bâtiment un peu exceptionnel, genre un philharmonique ou un musée machin. Et puis, en fait, la contrainte de ce site, c'était que l'usine qui est à gauche n'allait pas partir tout de suite. Mais il voulait montrer que dans un premier temps, on peut quand même installer un parc, un bâtiment un peu exceptionnel, et puis que le parc pourra s'étendre une fois que l'usine sera partie. Et puis, au final du projet, lui, ce qu'il voulait vraiment, et je crois que ça n'a pas marché, il voulait absolument qu'on organise une station de... En fait, on est en train de réaliser une grande ceinture de transport en commun autour de Paris. C'est un peu le résultat de l'étude du Grand Paris. Et il voulait absolument qu'il y ait une station... d'Orbival, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce grand anneau,
qui soit là. Et je pense que c'était une très bonne idée parce que c'était au bon endroit, au bord de la Seine, dans ce grand parc. Voilà, donc c'était sa proposition finale et c'était son combat. Donc voilà la première image où on voit ici dans le fond la première partie du parc qui vient s'installer et on garde quelques bâtiments existants. Et puis ici, on voit qu'il y a encore un bout d'industrie qui reste. Et puis derrière, le chantier du futur quartier. Voilà l'installation ici peut-être du bâtiment exceptionnel. Donc c'est pareil, on ne rentre pas dans le détail. C'est un cube comme ça avec une matière un peu recherchée, mais voilà, ça ressemblera pas forcément à ça. Ce qu'il voulait montrer, c'était que c'est un bâtiment un peu phare, quoi, un peu repérable et spectaculaire. Donc c'est pour ça qu'il est un peu surdimensionné, mais bon, il faut qu'il le soit. Et voilà, une fois que l'industrie sera partie, comment le parc peut continuer à s'étendre, tout en gardant peut-être encore des reliquats, la mémoire du lieu, quoi, avec les cheminées, cette chose-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, qui devait servir à décharger les bateaux. Et puis enfin, le fameux station Orbival qui peut s'installer comme ça au cœur du parc. Voilà, ça peut aussi servir à ça, une perspective, ça peut être plus efficace parfois qu'une série de plans, de montrer. Mais toujours, ce qui est toujours important, c'est de savoir pourquoi on fait les dessins, à quoi ça va servir. Récemment, il y a 6 mois, les ateliers Lyon ont été invités, suite au Grand Moscou. En fait, ils étaient associés avec David Mangin, ils étaient dans l'équipe des cartes, tout ça. Et ça a fait pas mal de petits, et notamment Moscou. La ville de Moscou a invité Yves Lion à réfléchir sur le Grand Moscou. Il y avait aussi Grimbach qui était invité, il y avait Rem Koolhaas, il y avait plein de gens, une dizaine d'équipes internationales, 2-3 Russes aussi. Et en fait, c'est une histoire assez incroyable, c'est que Moscou ville, c'est ça. Et avant, je ne sais plus le nom du dernier maire de Moscou, mais avant que l'ancien maire s'en aille, le président de la région qui est ici, dans ce coin-là de Moscou, a dit, ben voilà, moi j'offre cette région à Moscou, à la ville de Moscou. Ça va plus être un bout de territoire indépendant. Moscou va s'étendre et il va s'étendre par là. C'est un truc fou, dingue. Voilà, donc Moscou se retrouve devant cette histoire, parce qu'ici on est vraiment dans un cœur urbain classique. Et ici, ça commence à se déliter un peu jusqu'à ici. On est en pleine campagne, en fait. Donc, enfin voilà, la question était posée. Comment on développe une ville comme ça, radioconcentrique, comme on le voit là, et qui va devenir très déséquilibrée. Donc voilà, on questionne une dizaine d'équipes internationales. L'analyse de Lyon, quand il va à Moscou, c'est une ville immense. Et qui est complètement... le gros problème de Moscou, on n'imagine pas, mais c'est des embouteillages monstrueux. Les avenues moscovites sont des avenues où il y a 10 bandes de voitures et qui sont bouchées non-stop, jour et nuit. C'est un truc incroyable. Donc, ce que dit la réflexion de... Ça, c'était une première constatation de Yves Lion. Et l'autre constatation, c'est de voir aussi qu'en plein milieu de Moscou, en fait, il y a toute une série de friches urbaines incroyables, un peu partout, comme ici, en fait, des anciennes friches, des anciennes industries qui tombent en ruine. Et ça, il y en a plein, partout. Et l'autre constatation qu'il fait aussi, c'est qu'ici, on a la Moskova qui passe, qui est un grand fleuve qui traverse Moscou, ici, de part en d'autre. Et la ville tourne absolument le dos à la Moskova. Donc, en fait... Lui, ce qu'il va dire, il va faire un contre-projet. Et il va dire non, c'est pas du tout la peine d'aller étendre Moscou dans cette zone-là. Ça va que continuer à faire encore plus d'embouteillages, d'engorger encore plus Enfin, déjà, il faut vraiment développer énormément le transport en commun et il faut densifier cette ville. Et aussi la tourner vers la Moskova parce que ça va redonner une qualité de vie à Moscou. Donc, gros problème, c'est trouver des images qui vont bien. Des images qui vont bien. Donc, on n'avait pas d'images. Il y avait une équipe associée à Moscou. Mais là, ce qu'il nous fallait, c'était quand même des vues plus ou moins aériennes. On n'avait pas le temps de demander à un ballon d'aller faire des photos, à des hélicoptères. Puis on ne trouvait pas de vue aérienne. Donc, en fait, on a été fouillé sur le net. Et on a trouvé cette photo qui est vue d'un immeuble. Mais elle est très mauvaise qualité. Mais on s'est dit, c'est pas grave. On a réfléchi avec les architectes.
Et on s'est dit, mais celle-là, elle est tellement, elle va tellement bien avec ce qu'on veut raconter. C'est-à-dire qu'on est en bord de Moskova, et ici, on est au milieu de tous ces nœuds. Là, il y a 2 trains qui se croisent, en fait. Donc on est vraiment... Et puis on va montrer, elle peut montrer tout ce qu'on veut raconter. Comment on va se retourner sur le fleuve, comment on peut accentuer tous ces transports en commun, et comment, en fait, une friche urbaine peut être reconstruite. Donc, en fait, ça, c'est la perce finale. Et je vais vous montrer par quel stade on est passé pour arriver. Donc là, on reste vraiment, encore plus qu'avec Mangin, on reste vraiment presque comme dans de la maquette. C'est vraiment une volonté. On va vraiment pas du tout définir l'architecture. On va peut-être signifier quelques étages. Si vous regardez bien, on a quand même des notions d'étages, mais à peine. Et vraiment montrer comment un quartier peut s'installer là. On met des grandes tours. Alors, il y a des grandes tours à Moscou. Et donc, répondre à ces grandes tours qui sont un peu toutes seules. Je ne sais plus comment elles s'appellent, ces tours, mais voilà. Comment on peut aussi mettre des éléments comme ça qui viennent un peu faire des points de repère dans la ville. Voilà, ça c'est le dessin d'après la photo aérienne que va me faire Jérôme Stablon, qui est le chef de projet sur ce projet-là. Donc, voilà, tout de suite sur ce dessin, on voit l'importance. Donc, mettre bien en évidence toutes les voies de circulation, montrer comment on peut aussi mettre en valeur, enfin faire un chemin le long de la Moskova, ici peut-être mettre une patinoire sur le truc, et puis montrer comment on peut organiser des routes qui vont déboucher sur le fleuve. Voilà, c'est un dessin très simple, mais avec ça, moi, je peux vraiment commencer. Donc moi, je vais vraiment partir avec cette idée-là, de vraiment marquer très fort les voies de communication au départ. C'est schématique, ça c'est vraiment, c'était pas du tout l'ordre du rendu, mais voilà, du coup, j'ai vraiment repris son croquis. Vraiment, j'ai mis carrément les voies en rouge, la balade piétonne en orange, voilà. Et une volumétrie assez basse. Donc ça va un peu les chagriner. Ils vont trouver que c'est quand même un peu trop caricatural. Donc là, déjà, je vais rajouter les masses boisées. Donc du coup, ça va déjà un peu atténuer le côté un peu stabilo-boss des voix. Mais bon, l'idée est là, quoi. Je me suis pas trompée. On est bien dans ce qu'on veut raconter. Après, maintenant, il va plus s'agir que d'une question... comment on dit enfin, il faut que ce soit beau, quoi. Il faut que ça plaise, que ce soit clair. Mais l'idée est là, quoi. Avec aussi l'idée qu'on garde des bâtiments existants ici. Alors là, c'est juste un réglage de nuances. Voilà, donc au fur et à mesure, on va se dire, mais bon, il faut quand même qu'il y ait des bâtiments un peu plus hauts qui apparaissent. Encore un peu plus haut. Et puis là, en fait, les voies rouges, oranges, tout ça, c'était trop, c'était pas possible. Donc on va carrément les mettre beaucoup moins fortes. Mais en se disant que grâce à l'architecture, on va quand même sentir toujours ces grandes lignes qui vont vers la Moskova. Et puis, au final, on se dit, mais voilà, il faut aussi... il y a aussi tous les anciens quartiers qui sont là, tous ces bâtiments-là. En fait, on peut aussi proposer une réhabilitation des anciens bâtiments. Voilà, et on les habille, et puis voilà. Ça, c'est donc donc il y avait 2-3 perces aériennes. En complément, il y avait des perces au sol aussi. Donc voilà, ça, c'est une grande gare de Moscou. Et puis, un espace urbain qui pourrait être magnifique et qui est très, très mal organisé. Donc, ce que va proposer l'atelier Lyon, les ateliers Lyon, c'est vraiment juste de retravailler juste le sol et faire que vraiment les choses soient un peu... qu'on organise le trajet des taxis autrement que par des bornes rouges, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est le croquis toujours de Jérôme Stablon. Donc voilà, avec ça, il va me dire les éléments particuliers qu'il faut mettre en valeur. Donc ici, peut-être recouvrir l'accès au métro, faire un dallage tout à fait uniforme qu'on retrouve tout le long, et puis mettre des vélib, des vélos à partager, une voie de bus, des choses comme ça. Et voilà la perce finale. Donc en partant de cette image-là, juste en mettant un sol un peu plus unitaire, tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus...
Là, donc, pour reprendre le sujet des interstices urbains qu'on peut coloniser et dans lesquels on peut se mettre, donc il y a les sous-faces des autoroutes, à croiser avec les trains. Et donc voilà, pareil, le schéma de Jérôme Stablon. Et là, il m'explique tout. Quand il me dit ça, moi, c'est bon, quoi. J'ai rien à faire derrière. Juste ça. Voilà, donc on met des commerces, ici on peut, un café. Voilà, fort de ça, ça a très bien marché. Ils n'ont pas gagné ce concours, c'est Grimbach qui l'a gagné, parce que Grimbach a bien répondu à la question des moscovites, c'est-à-dire qu'il a fait des belles avenues qui partaient dans cette région annexée. Mais bon, ça a beaucoup plu. Son point de vue a pas mal plu, tout ça, mais il était vraiment trop hors sujet. Toujours est-il que c'était il n'y a pas très longtemps, vers la Toussaint, un groupement, des promoteurs moscovites ont proposé à l'agence Lyon, en partenariat avec une agence de Moscou, de réfléchir à la construction d'un quartier de 3000 logements. 3000 ou 6000 logements. 6000 logements. Soyons fous. Et ça reprenait exactement toutes les préoccupations des ateliers Lyon. C'est-à-dire que c'était un terrain qui se trouve ici, et qui est en bordure de Moskova, qui est une ancienne friche industrielle, tout ça. Ici, en fait, le Moscouville, c'est par là. Et là, on a un nouveau quartier d'affaires de Moscou, qui se veut un peu comme Manhattan ou La Défense, tout ça. Donc ici, ce coin-là. Voilà, alors les ateliers Lyon, leur idée, ça a été de faire... en fait, j'ai trouvé ça très malin, parce que leur idée, c'était vraiment... Pour eux, ce qui est important, c'est tout ce qui est végétal, tout ça. Donc, pour eux, ce qui est important, c'est toute cette balade qu'on a le long de la Moskova. Et ce qu'ils voulaient amener aussi, et c'était assez compliqué parce que toute cette emprise doit avoir un statut privé, mais eux, pour eux, ce qui leur importait, c'était vraiment que cette promenade ici rentre à l'intérieur des îlots. Donc, par ces 2 triangles ici, et faire 3 groupements d'immeubles, en fait. Et voilà. Et vraiment, pour l'agence Lyon, ce qui était important, c'était ça, vraiment. Mais quand Lyon a été présenté ça au promoteur, ce qu'on m'a rapporté, en fait, c'est que lui, il n'a pas du tout vendu ça comme ça. Il s'est vraiment mis à la place des promoteurs. Il a dit ô combien, quelle efficacité ça serait d'avoir 3 groupes d'immeubles comme ça, qu'on pouvait rendre tout à fait indépendants, construire à des périodes différentes, tout ça. Il n'a absolument pas axé son discours sur ce que lui paraît important, c'est-à-dire ces langues de verdure qui rentrent comme ça. Mais voilà. Et ça a très très bien marché. Là, ils étaient retenus pour la seconde phase. Ils étaient une dizaine d'équipes. Ils en ont retenu 2. Ils ont demandé à Lyon et une autre équipe d'aller un peu plus loin dans le projet. Mais apparemment, ça serait bon pour lui. Voilà. Alors donc, moi, ils m'ont demandé de faire 2 perces au sol. Il y avait des perces aériennes aussi en complément que j'ai pas fait. Que c'était quelqu'un d'autre qui a fait ça. Et donc vraiment, ce qu'ils m'ont demandé, c'était vraiment de faire une perce du parc en interstitiel ici entre les 2 blocs d'immeubles, et puis une perce plus du cœur des îlots, du cœur d'îlots qui est beaucoup plus privatif, tout ça. C'est à Moscou, donc ils m'ont demandé de faire une perce l'hiver. Et ça, c'est vrai que c'est un exercice que j'ai adoré faire. Le problème, j'avais pas beaucoup de... En fait, je travaille avec une bibliothèque d'images. C'est des photos que je prends tout le temps partout. Et puis après, je redécoupe. Mais vous devez tous faire ça. Et puis voilà. Mais là, des arbres en hiver, des personnages en hiver, j'en avais pas beaucoup. Donc en fait, j'étais chercher dans mes photos de vacances. Là, il y a mon fils. Là, il y a ma fille. Voilà. Un peu avec ce qu'on a. Ça, c'est le croquis, pareil, de point de départ, quoi. Et là, vraiment, on sent ces histoires d'îlots avec... pareil, il ne s'agissait pas de rentrer trop dans l'architecture, malgré tout. Donc on va voir au fur et à mesure du concours, au fur et à mesure que le dessin se fait, l'architecture va se préciser un peu, mais en même temps, il faut toujours rester évocateur. C'est toujours ça qui est très compliqué, parce qu'en plus, avec l'idée que Photoshop fait des rendus assez photoréalistes, il faut faire attention au danger que les gens prennent ça pour argent comptant aussi. Vous rendez quelque chose, et puis ça ne va jamais être exactement comme l'image, mais les gens vont toujours se référer à l'image, en se disant, mais dans l'image, c'était comme ça. Faites très attention aussi, ça c'est le danger de Photoshop, quoi. Photoshop et toutes les techniques d'hyperréalisme. Donc là, on voit très bien l'organisation en 3 îlots avec ces langues, ces 2 triangles qui rentrent. Alors pareil, moi je suis jamais allée à Moscou.
Eux, ils y sont allés, donc ils m'ont montré toute une série de photos. Là, je vous montre 2-3 photos un peu particulières, parce que eux, ce qui importait beaucoup, c'était les ambiances cœur d'îlot. Donc ils m'ont montré pas mal de photos de cœur d'îlot, donc on voit avec ces grands arbres comme ça. Et puis voilà, ce mobilier urbain. Donc ça, c'est très très typique. Alors ça, ils voulaient absolument que je le mette dans les paires. J'ai assez résisté parce que je trouve ça pas du tout très heureux, mais c'est le marquage urbain des bordures à Moscou, c'est comme ça, c'est jaune et vert, et les grises, c'est vert. C'est comme ça. Et les arbres, souvent, sont traités à la chaux à la base. Ouais, ça, c'était des ambiances de neige, parce que ça, c'est un truc qu'on me demande jamais. Ça, c'est vraiment une chose. Moi, j'adore faire des images par temps de pluie, avec des ciels pas possibles, tout ça. Mais ça marche pas. Ces concours-là perdent. Il faut savoir, moi, j'ai même entendu parler d'un concours qui a été perdu, et les architectes ont dit mais pourquoi on a perdu, donnez-nous des raisons, tout ça. Et la raison, ça a été que dans la perspective, le ciel était jaune. Et les architectes ne sont pas revenus, ils ont dit c'est pas possible, vous pouvez pas dire qu'on perd un concours parce que dans le dessin. Et voilà, ça peut tenir à ce genre de détails, la perte d'un concours, donc méfiance, il faut vraiment faire attention. C'est absolument ridicule. Hein. Voilà, donc des ambiances de neige. Donc ça, depuis l'agence Lyon, ils avancent un peu dans leur projet. Ils m'envoient ce SketchUp. Très bien. Moi, je le trouve super. Je trouve le point de vue très bien. On l'avait plus ou moins trouvé ensemble. Mais je dis, moi, à mon avis, il y a un truc qui manque, c'est que c'est pas assez grand sur la gauche. Je trouve que si on veut vraiment sentir... Alors ça, c'était l'agence de Moscou. Ils ne voulaient pas que ce soit plus ouvert sur la gauche. Je dis, moi, je vais la dessiner plus grande sur la gauche, si ça ne va pas. Parce qu'ils avaient peur que ça fasse trop grand, que ce soit trop béant, en fait. Et moi, je dis, mais moi, ça ne va pas. Je vais vraiment vous la faire beaucoup plus large. Si ça ne va pas, on pourra toujours la recouper. Faire le contraire, ça ne sera pas possible. Donc, je vais vous la dessiner large. Je vous la recouperai après, si vous voulez. Ça, c'est le croquis. Quand je suis allée à l'agence Lyon, c'est le croquis que j'ai fait sur place pour bien comprendre avec eux, pour bien savoir. Ils me disent, on veut une perce d'hiver. Je dis, je suis ravie, tout ça. Donc, on va avoir ces arbres comme ça, sans feuilles. Et je dis, alors, ce qui serait bien, du coup, comme on est en hiver, ce serait peut-être que je travaille vraiment comme un contre-jour. Et ce qui était important pour eux aussi, c'était de montrer que tous les rez-de-chaussée pouvaient être pris par des commerces, de l'activité, des choses comme ça, je dis. Et alors, dans cette perce, que j'imagine tout de suite assez grise, blanche, grise, bleue, je dis, mais ça serait bien que ces commerces, ça ressorte rouge, quoi, et que ce soit comme une ambiance un peu de Noël pour nous, quoi, mais un peu plus normale pour eux, parce que c'est 6 mois de l'année qu'il y a de la neige. Donc voilà, ça c'est la perce SketchUp élargie, avec cet angle ici qui me paraissait absolument primordial. Je peux vous remontrer l'autre. Je trouve que ça change tout, alors que c'est pas grand-chose. Bon, ça a été agrandi aussi sur la droite. Donc ça, c'est des annotations au fur et à mesure de la perce. Là c'est un premier envoi que je fais. Et quand je fais ça, pour moi, ça y est, la perce, elle marche bien. Je sais qu'elle va bien marcher, enfin voilà, elle est parfaite, quoi. Juste en mettant... Enfin, elle est parfaite. Rien n'est parfait, mais elle tient bien. Le dessin tient bien, il n'y aura pas à trop le triturer, à trouver des trucs dans tous les sens. Voilà, ces arbres qui passent devant ces... Parce qu'il faut voir que ces immeubles sont immenses. C'est ça qui me faisait un peu peur dans leur projet, c'est que c'est démesuré. Je ne sais plus combien, c'est 20, 25 étages. C'est énorme, énorme, énorme. Donc moi, j'avais vraiment peur de ce côté monstrueux, quoi. Et voilà. Et le fait de mettre ces arbres devant, ça atténue un peu ce côté monstrueux, enfin énorme. Bon, d'ailleurs, l'image est pas très développée. Ça, c'est... donc, elle est un peu plus avancée. Et là, moi, je dois dire qu'à ce stade-là, moi, la perce, moi, je me l'arrêterai là. Je serai un peu comme David Mangin, il y a des niveaux, il y a des étages, tout ça. Bon, là, il s'adresse à des promoteurs, tout ça. Non, c'est pas possible. Il faut quand même vraiment leur faire des fenêtres, des choses comme ça. Donc, là, l'agence d'archi, charrette, il faut vraiment faire vite dessiner une idée de façade, quoi. Donc, voilà, ça, c'est le croquis qu'on m'envoie. Et puis, ils font un dessin type qui va me servir à moi, puis aussi à l'autre perceman qui fait les vues aériennes. Donc, montrer qu'il y a une base rouge, comme ça, en briques, et puis qu'après, on aura quelque chose avec des niveaux. Donc, ça, c'est les annotations du paysagiste, qui me dit qu'il faut... Et puis, voilà, ça, ce sera donc la perce finale.
Voilà, donc ça c'est fin de urbanisme. Là, je vais vous montrer quelques quelques dessins d'architecture pure. Les Ateliers Lyon, en 2005, ont gagné le concours de réhabilitation du Musée des Beaux-Arts. Voilà, ça c'était les... J'ai donc fait 2 perces à ce moment-là pour... Alors cette perce-là, je l'aime bien parce que elle est assez étonnante parce qu'il y a le Musée des Beaux-Arts qui est là. Et puis, ils voulaient faire une extension ici. Et puis, ici, il y a un grand square avec des arbres remarquables, magnifiques. Et puis, le problème, c'était que bon, tout ça, c'est classé, monument historique dans tous les sens. Mais ils voulaient absolument faire pour leur projet, il fallait absolument faire une extension ici. Et tout ce dessin, en fait, montre qu'il y a une extension sur ce toit, mais qui ne va pas se voir. En gros, c'est un dessin un peu paradoxal, quoi. Et alors moi, ça a été un énorme travail de reconstitution de cette façade, parce que cette façade, on ne la voit jamais, elle est toujours planquée par plein d'arbres. Donc ça a été un énorme boulot pour reconstituer ça, pour montrer qu'on fait une extension qu'on ne verra jamais. Voilà. Enfin, qui ne doit pas se voir, qui sera hyper discrète. Et ça, c'était la perce de la cour intérieure, où il y avait... voilà. Et ils ont gagné. 5 ans plus tard, ils m'ont demandé... Donc là, le chantier avait démarré. Et il y avait des discussions avec l'architecte des bâtiments de France, tout ça, c'est très compliqué. Donc ici, en fait, il y a une extension qui se fait, et puis il y avait tout ce travail sur cette façade à faire. Donc il fallait absolument avoir une perspective, pour le coup, très, très ultra précise, parce que là, le DCE était fait, le chantier était là, tout était défini, la taille des menuiseries, tout. Donc voilà, ça c'est la photo, ma photo de base. Voilà le truc. La photo de base, moi je trouvais que la lumière elle était impeccable, tout ça. Et voilà, vous voyez, c'est ce bâtiment-là, et c'est l'extension qui est au-dessus qui posait un peu problème en fait, qui était un peu compliquée. Donc cette photo, on va en profiter aussi, tant qu'à faire, on va raconter ça, mais aussi on va raconter l'ambiance de la cour. Donc la photo réelle comme ça, en fait, elle avait un petit défaut, elle était parfaite au niveau de la lumière, le cadrage, tout ça, mais elle avait un petit défaut, c'est que cette cour, en fait, elle est comme un L. Et là, on avait toute une partie de la cour qui était cachée par cet angle rentrant, en fait, dans la cour. Et ce qui est important, c'est que le projet de cour, c'était qu'il faisait communiquer, enfin, elle communique, cette cour déjà, avec une autre cour qui fait partie du Musée des Beaux-Arts aussi, dont la porte est par ici. Donc le premier travail, avant d'attaquer quoi que ce soit, ça a été de reconstituer en fait cette façade, enfin de reprendre d'autres photos et de les mettre bout à bout pour avoir un grand angle, quoi. Et pour justement qu'apparaisse ce passage. On raconte ça, mais on va aussi raconter ça tant qu'on est là. Bon, c'est un peu trop béant quand même. Faut quand même pas rigoler, quoi. Cette cour-là, elle n'est pas grande comme ça. Donc il faut quand même redonner l'idée du pincement. Donc je remets, limite, je remets l'angle ici, qui va apparaître. Et puis après, donc là après, alors tout ça, c'est décalage que j'en vois. Donc ici, c'est vraiment, j'ai pris le plan et je l'ai redéformé pour que ça rentre avec Photoshop, l'outil torsion, tout ça. Je le déforme pour vraiment que ça rentre pile poil dans le truc. Et j'envoie ça en me disant, est-ce que vous pensez que ça correspond à votre projet? Et puis là, on voit que ça commence à... Il y a l'extension qui est déjà en place, tout ça. Bon, les fenêtres un peu noires, mais... Et ça, pour dessiner précisément cette façade, en fait, je prends carrément l'élévation qu'ils m'ont envoyée. On ne voit pas très bien. Si on voit, là, il y a toutes les annotations, et je prends l'élévation et je la déforme et je la plaque réellement sur la façade pour dessiner la menuiserie exactement à la bonne taille, tout ça. Voilà, donc après un premier envoi, et puis là, on me dit que le sol est trop clair. Donc on va le foncer, puis les personnages vont un peu changer, vont un peu... Voilà, je savais que le sol était... en fait, c'est la même matière, juste traité différemment à un endroit poli, à un endroit rugueux. Et je savais qu'avec cette lumière-là, ça allait être impeccable pour travailler justement sur cette idée de reflet, des joints qui sont complètement polis. Voilà, donc cette photo de base, elle était vraiment idéale pour ça. Là, je vais vous montrer des perspectives d'architecture. Alors, j'ai un peu mis plusieurs catégories. La première partie des perspectives d'architecture, c'est des perspectives d'architecture, mais plutôt intentionnelles. Ça, c'est les perspectives que je préfère. On ne rentre pas dans le détail. Puis après, vous verrez, je vais vous montrer d'autres perspectives d'architecture de concours, donc concours de bâtiments. Donc là,
le détail est là, mais en même temps, c'est pas tout à fait calé. Et puis après, les perspectives qui servent comme un peu celle des Beaux-Arts, qui servent vraiment de vérification, en fait. Donc au moment où ça, c'est des perspectives très, très, très luxueuses, je trouve, parce que en général, il s'agit juste d'aller persuader un architecte des bâtiments de France. Comme tous les dossiers sont faits, tous les détails sont là, donc c'est un travail énorme de faire ces perspectives. Voilà, ça c'était pour les ateliers Lyon, c'était très intéressant. Il s'agit de déménager le tribunal de grande instance de Paris, qui est sur l'île de la Cité, qui est trop exigu. Et donc pendant quelques temps, ils ont demandé à plusieurs équipes d'architecture de vérifier l'emplacement possible du nouveau TGI de Paris. Et là, l'emplacement qui avait été donné aux ateliers Lyon, c'était là, il y a le périphérique de Paris. Et là, on a le pont Masséna, et c'était vraiment cet emplacement entre les deux, cette espèce de triangle face à la Seine. Et c'était assez chouette parce que leur projet, en fait, ça a été de dire, mais ce qui est pas mal, ce terrain est en pente vers la Seine, et ce qu'on va faire, c'est une énorme salle des pas perdus organisée en gradin, en dénivelé, qui descend comme ça sur la Seine. D'où voilà. Après, c'est pour ça que l'architecture au-dessus est absolument que signifiée. C'est vraiment... On dit qu'on peut mettre des volumes au-dessus et puis il y aura tout ce qu'il faut. Mais le souci vraiment à ce moment-là du concours, c'était vraiment cette espèce de grand escalier magistral, comme ça, qui est dehors, dedans. Et voilà, et qui définit vraiment le projet et leur intention. Si le TGI se met là, ben voilà, il faudra vraiment organiser ce bâtiment de cette façon-là. Et il y avait une perce intérieure qui allait avec ça, où on voit justement... comment on peut organiser cette salle des pas perdus comme ça qui descend vers la Seine. Alors cette perce, on voit bien que c'est absolument irréaliste. Il n'y aura jamais un toit qui peut tenir comme ça tout seul. C'est pas possible, un porte-à-faux pareil. Et pareil pour les menuiseries des fenêtres, c'est impossible d'avoir des menuiseries si fines, tout ça. Mais c'est pas là le propos, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est vraiment, on va raconter juste l'espace ici, juste l'espace, cette ouverture sur la Seine. Et voilà, comment ça peut s'organiser, comment ça peut être un espace tout à fait spectaculaire. Et comment ça met en scène aussi ce pont Masséna et tout ça, quoi. Alors, c'est très bizarre parce qu'il y a des petits détails, genre les poteaux, tout ça, on s'en fout. On se dit que ça tient. Mais alors, par contre, les architectes, ils m'embêtent pour que je mette le tram quand même, qui n'existait pas à l'époque. Alors ça, c'est des trucs vachement étonnants. Moi, des fois, je suis... Ah bon. Bon, si vous voulez mettre le tram, je le mets, mais... Bon. C'est pour dire. Ça, c'est un truc, ça, c'est encore une histoire incroyable qui est arrivée aux ateliers Lyon, c'est qu'ils ont été invités pareil, avec toute une foule d'équipes internationales, à réfléchir sur l'aménagement d'une colline qui est ici, en fait. Ici, on a la mosquée qui s'appelle la Baka, je ne sais jamais son nom. Enfin, c'est la mosquée où il y a le pèlerinage, où il y a la pierre noire au milieu, où les musulmans vont tourner autour. C'est un gros problème, la Mecque, parce que c'est une ville il n'y a pas d'urbanisme du tout. C'est tout à fait sauvage. L'immeuble qui se construit fait son bout de trottoir, mais il n'y a pas de... Et il y a des énormes problèmes au moment du pèlerinage. C'est que c'est des foules énormes de gens qui viennent, et il y a des moments, il y a des étranglements, des goulots, et chaque fois, il y a des écrasements, des morts. Enfin, c'est absolument mal géré, enfin pas géré. Et donc, lors de cette consultation, en fait, c'est pas cette perce-là du tout. Ça, c'est une perce qui est bien après, que j'aurais fait bien après. Donc, tout son propos à Yves-Lyon, ça avait été justement d'aménager une grande promenade comme ça qui amène les pèlerins jusqu'à la Mecque. C'était un projet immense. Je ne sais plus combien de mètres carrés ça représentait, mais c'était absolument monstrueux. C'est plus ou moins tombé à l'eau. Il a gagné. Mais c'est tombé à l'eau avec la difficulté en plus qu'il avait de ne pas pouvoir aller à la Mecque, parce que si on n'est pas musulman, on ne peut pas y aller. Donc là, il était associé avec des architectes libanais qui ont pu quand même aller à la Mecque, faire des photos un peu en douce, voir un peu à quoi ça ressemblait. Alors c'était un truc assez étonnant parce que c'était tout à fait un projet complètement virtuel, quoi. Sans jamais pouvoir y aller, sans jamais pouvoir suivre le chantier, et ne pouvoir y aller jamais. Quelques années, 2-3 ans plus tard, donc ce projet-là est tombé à l'eau. Là, on voit en fait les tours qui sont à l'arrière. Mais il y a un cheikh, propriétaire de cette colline en face, de l'autre côté, qui a appelé les ateliers Lyon en disant moi aussi je veux faire mon quartier et tout ça, voilà, des millions de mètres carrés, plein de tours, un lieu de culte, voilà.
Et Yves Lion a eu à peu près la même genre de réponse qu'en face, c'est-à-dire d'organiser en fait l'espace de déambulation vers cette mosquée. Et donc cette perspective-là raconte justement l'axe, vraiment le point fort de son projet. C'était cet axe central et pareil, ce grand escalier qui amène spectaculairement vers la Mecque, quoi. Alors cette Perse-là, elle est très bizarre parce que moi, du coup, j'ai dû piocher des personnages dans les photos que l'équipe libanaise avait fait depuis une voiture, comme ça, sans se montrer. Enfin, c'est très bizarre. Et elle tenait pas très bien, cette Perse. Et juste au moment, dans un coin de photo, j'ai trouvé ces deux gars-là qui étaient vraiment en train de regarder la Mecque pour de vrai, enfin la mosquée. Et alors, à partir du moment où ces deux... Les personnages, c'est vraiment un truc très, très... C'est un dessin dans le dessin. Les personnages, c'est toujours très, très compliqué. Et puis en plus, après, ça va avec les sensibilités des architectes. Mais alors, une fois que ces personnages-là, je les ai mis, alors là, c'était parfait. L'image, elle était impeccable. Je vais vous montrer avec quoi je travaille quand je fais une image pareille, parce que c'est pareil, la Mecque, je peux vraiment pas y aller. Donc voilà, c'est des photos vues de la voiture. Donc on voit, ce qui est important, je trouve, ici, c'est vrai que c'est cette espèce de lumière blanche comme ça, avec ce ciel bleu incroyable. J'aime pas beaucoup les ciels bleus, mais là, je pouvais pas faire autrement. Le ciel est bleu là-bas. Et avec ce dégradé comme ça, qui fait un peu sentir la poussière du désert. Donc je regarde vraiment, pour retrouver les ambiances, je regarde vraiment toutes les photos que les gens font, je les prends et je les regarde plusieurs fois. J'essaye de vraiment retrouver l'ambiance des lieux. Donc voilà, là on voit comment cette lumière qui doit être très très forte, quoi, qui doit être assez douloureuse, je pense, tellement elle est blanche. Donc là, c'est carrément le ciel que j'ai pris pour faire le fond de la Perse. Et on voit, il n'y a pas un brin d'herbe ni rien. Et puis, je vais vous montrer une photo de la Mecque, justement. Alors, c'est un bâtiment qui est assez effarant, parce qu'il y a quelque chose qui est tout à fait paradoxal, en fait. Je me suis dit, quand je regardais, vous voyez le genre de bâtiment qui est construit tout autour. Mais la Mecque en elle-même, c'est entouré, c'est sur une grande place blanche, et c'est un bâtiment tout blanc. Et on voit qu'il y a un truc qui est très, très étrange, c'est que plutôt que les sous-faces soient à l'ombre, en fait, elles sont tout à fait éclairées. Et je pense que ça doit énormément contribuer au côté magique du bâtiment. Ça doit être assez insupportable à regarder, parce que ça doit être trop lumineux, mais vous voyez ici, il n'y a pas d'ombre portée. C'est très, très étonnant. On dirait vraiment que et je pense que c'est juste la réflexion du soleil sur le sol blanc qui fait cet effet-là. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, ça fait un peu château de la princesse, quoi, non? Alors là, alors une Perse, on ne voit pas tellement les nuances du ciel, mais voilà. Là, des fois, quand même, j'ose faire des ciels un peu tragiques. Et là, mais ça correspondait au sujet aussi. Là, c'était à Aix-les-Milles, à côté d'Aix-en-Provence. En Provence, on est en pleine Provence, donc en plus, le ciel, c'est pas le ciel comme on s'imagine, mais parfois, il fait pas beau en Provence aussi. Et là, le sujet de ce concours-là, c'était en fait une ancienne briqueterie qui est ici, et qui a servi qui va devenir un lieu de mémoire, parce que en fait, elle servait à entreposer, entre guillemets, des Juifs avant qu'ils partent à Auschwitz par ce wagon-là. Donc, c'était les ateliers Lyon aussi qui faisaient ce concours-là. Et ils avaient tout un discours aussi que je trouvais assez beau, qui n'a pas marché, hein, ça a perdu complètement ce concours. Mais ça, les ciels d'orage, ça ne marche jamais. Donc lui, vraiment, son projet, c'était vraiment la tension qu'il y avait entre ça, le parcours qu'on faisait pour aller jusqu'à la Tuilerie. Et voilà, et c'était en fait un projet sur le rien, sur le pas grand-chose en tout cas. Et moi, j'adore cette Perse. Moi, c'est une de mes Perses préférées. Et voilà. Mais je vous invite à aller sur mon site parce qu'on la voit beaucoup mieux. Là, on ne voit pas du tout les nuances du ciel. Et voilà. Et donc là, voilà, le sujet tragique, ciel tragique. C'est un peu basique, mais c'est les seules fois où on peut faire. Donc, et ça, c'était un détail de l'entrée de l'ancienne briqueterie. On voit qu'il n'y a pas grand-chose non plus. On voit juste que ça, c'est un peu des menuiseries un peu contemporaines. Pour les ateliers Lyon, il y a une de leurs associées qui est coréenne du Sud et qui est repartie vivre en Corée. Et elle a participé à un concours où il y avait une centaine de participants pour un concours d'urbanisme à Jure, en Corée. Et c'était un concours anonyme, il y avait 100 panneaux. Voilà, comment se faire remarquer. En fait, l'idée de cette image, c'était comment on se fait remarquer quand il y a 100 panneaux, quand il y a 100 candidats. Et on le voit pas très bien.
Si, on le voit quand même. Mais quand j'ai fait ce dessin, en fait, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai saturé les couleurs à fond. J'ai vraiment fait exprès un rendu très, très coloré, très acidulé. Vraiment, c'était, remarquez-moi, c'était vraiment ça. Regardez-moi, je suis plein de couleurs, voilà, ça a vraiment été ça. C'est pour ça que la pelouse est fluo, tout est fluo, en fait. Et ça a marché, ils ont été deuxième, incroyable, sur 100. Ça, on reprend aussi c'est pour Bruno Madère, qui est un architecte assez sobre. Et c'est un concours vraiment pour un musée d'anthropologie, archéologie, je ne sais plus trop quoi, à Soissons. Et ça, moi, j'adore ce genre de perce-là. C'est une perce, ça prend une journée à faire et c'est vraiment intentionnel. Son idée, c'était un trou et puis au-dessus, surmonté par un toit très, très épais, mais qui flotte. Là, c'est pareil, concours d'urbanisme avec Lyon et Île. Donc la tension, comment on décrit le vide, en fait, la tension entre les bâtiments, comment on peut signifier des bâtiments sans vraiment les dessiner. Pareil, là, bizarrement, ça, c'est un concours d'architecture à Boulogne. Et c'était un concours qui portait sur ce bâtiment-là et celui-là, et une église au milieu. Et en fait, c'est assez terrible parce que j'ai passé un temps fou à dessiner le bâtiment qui a complètement disparu derrière les plantes, mais c'est très bien. Et voilà. Alors ça, c'est la place de la République à Paris. J'avais fait ce concours avec Bruno Fortier. C'est juste pour une anecdote que je vous montre ça. Au moment du concours, c'est énorme. C'est des enjeux énormes, un concours comme ça. Donc, il y a une espèce de tension qui se met dans l'agence. Les gens, ils travaillent depuis 6 mois dessus. C'est un concours, il faut absolument gagner. Donc il faut que les perces soient impeccables. Donc, c'est terrible. Là, il y avait une série de 6 perces à faire au sol, des points de vue imposés qui n'étaient parfois pas toujours heureux. Donc ça, c'était la vue aérienne. Il a perdu. Hein. C'est en construction, mais c'est pas lui qui le fait. Il y avait une vue comme ça, vue du sol. Oups, j'allais trop vite. Une vue du sol où, bon, vous voyez son parti, il reprend un peu, il avait fait sa place Masséna à Nice, et ça marche très très bien, des grands modules comme ça au sol, et puis il gardait pas mal de verre. Voilà, ça c'était la sortie de métro. Et si je vous montre ça, c'est parce que sur cette perce-là, j'ai eu une longue discussion avec le chef de projet, parce que, voilà, on était tous exténués, on en avait ras-le-bol, enfin moi surtout. Je pensais que les perces étaient très bien, que ça montrait très bien le projet, voilà, mais je voulais vraiment passer à autre chose. Et puis là... le chef de projet m'appelle, il me dit « Mais Catherine, à cet endroit-là, exactement à cet endroit-là, là, il y a une station de taxi. Il faut absolument la mettre. » Et là, j'ai dit « Non, là, c'est pas possible. Non, on ne va pas mettre la station de taxi là. » Je dis « Ça ne sert pas à ça, une perce. Une perce, la station de taxi, de côté technique, comment ça marche, tout ça, on le voit très bien sur le plan. Le plan, c'est fait pour ça. Là, ici, si je mets une station de taxi avec plein de taxis devant, on ne va plus du tout sentir ce grand... On ne va plus du tout sentir l'ampleur du sol de la République, quoi. Et pour moi, les perspectives, elles servent à ça. Enfin, elles servaient à ça, dans ce cas-là. Donc, on a eu une grande discussion. Il ne démordait pas, moi non plus. Je voulais aller me coucher, lui non. Alors, à bout d'arguments, je lui ai dit... Enfin, oui, c'est ça, parce que c'était pour Fortier, donc c'était le chef de projet qui était encore plus chipoteux que son patron, plus royaliste que le roi. Et à la fin, à bout d'arguments, je lui ai dit, Guillaume, si tu me prouves que si je mets cette station de taxi, vous gagnez le concours, et si je ne la mets pas, vous perdez, je la fais. Sinon, je ne le fais pas. Il m'a dit, bon, tu as raison, c'est pas ça qui va faire perdre ou gagner le concours. Je suis allée me coucher, ils ont perdu. Bon, c'était peut-être... J'aurais dû faire la station de taxi. Terrible. C'est peut-être ma faute. Bon, après, ça c'est... Donc d'autres perces. Ça c'était pour Lyon, Lucerne, à Lausanne. Un bâtiment, alors ça c'est un bâtiment Lucerne, c'est l'équivalent de... Vous connaissez Lucerne? C'est un organisme qui est chargé des écosystèmes sur la planète. C'est un équivalent pour les animaux, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, enfin, bon, en gros, il fallait faire un projet très, très écologiste. Donc là, il y avait une perce extérieure et une perce intérieure de la cafétéria. Et alors ça, moi aussi, j'adore, parce que eux, ce qu'ils disaient, la cafétéria qui est ici, qui est cette terrasse, en fait, la seule chose qu'ils voulaient raconter de cette cafétéria, c'est que ça s'ouvrait sur le Jura.
qu'on voyait le Jura dans le fond. Et voilà. Et ce dessin, il n'est fait que pour montrer qu'on voit le Jura depuis la cafétéria. Incroyable, non? Et ça a marché. Ça marche, hein, les belles vues. Ça, c'est aussi pour les ateliers Lyon. Un projet... ça, je vais vous montrer ça parce que, pareil, j'étais pas d'accord avec le chef de projet. C'était pour... en fait, ils sont en train de le construire. C'est l'Institut des cultures de l'islam, ICM, Institut des cultures de l'islam. En fait, il manque d'endroits, il manque de mosquées à Paris et tout ça. Et voilà, donc dans le 18e, il y a deux endroits comme ça qui regroupent un peu des lieux de culture de l'islam et puis des mosquées. Et donc voilà, ça c'était une perce qui montrait un peu comment on peut retraduire l'architecture arabe, marocaine, enfin avec des patios, des choses comme ça. Donc l'idée c'était aussi de travailler sur des moucharabiés, des volets en moucharabié. Et puis il y avait cette histoire de grands patios comme ça, qu'on essaye de retrouver une ambiance assez introvertie comme on peut avoir dans ces pays-là. Voilà, et la perce finie, je la rends, tout ça. Moi j'étais très contente, je la trouvais bien. J'avais même mis des petites théières là, tout ça, c'était super, j'étais très ravie. Et le chef de projet de chez Lyon, David Joly, me dit non, c'est pas possible, ça va pas du tout, la perce va pas du tout. J'ai dit ah bon, non, le mobilier est pas du tout bien, ah bon. Et cet arbre il cache tout, je dis ah ouais, bon. Je dis bon ben il faut la reprendre. Alors j'ai repris la perce, mais bon vous allez juger, mais moi je préférais cette version là. Donc j'ai mis un petit arbre, j'ai changé le mobilier, mais voilà, avantage de celle-là, de cette vue-là, ce qui le chagrinait beaucoup dans l'autre, c'est qu'en fait l'arbre cachait tout le jeu des volets, en fait, les moucharabiés là. Pour lui c'était ça qui était très important. Moi je pense que c'était pas ça l'important, mais bon, c'est pas moi le chef dans ces cas-là. Et il y avait une autre perce aussi vue derrière les moucharabiés, la lumière que ça peut faire. Ah voilà, ça c'est justement les perces de vérification dont je vous parlais. Aussi les ateliers Lyon qui construisaient, ça y est, c'est fini, c'est construit à côté du Jardin des Plantes à Paris, l'Institut du Globe, de chimie du Globe. Enfin, c'est une université en fait. Alors là, ils étaient en discussion avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, parce qu'ici, ils voulaient mettre une tôle, enfin un parement comme une tôle ondulée, mais plus chic que ça, évidemment, un peu brillante, tout ça. Donc cette perce-là, enfin j'en ai fait même deux, ont été faites juste pour montrer à l'architecte des bâtiments de France que cette matière-là allait être très très bien. Voilà, c'est des perces ultra coûteuses, ça, parce que moi je passe un temps fou, parce que tout est dessiné. Tous les volets, moi je pars avec un dossier comme ça, avec tous les détails de tout. Donc il n'est pas question que le poteau soit pas exactement au bon endroit, tout ça. Ils avaient fait un SketchUp quand même, mais même les SketchUp sont pas ultra précis. Donc là, je suis vraiment obligée de tout retravailler. Donc on voit juste la matière ici c'est pas une tôle ondulée, c'est pas ça. Il me tuerait si je disais c'est ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Donc après, si vous voulez, je peux vous montrer d'autres images de. Ouais. Je fais jamais de modélisation. En fait, je redessine tout sur Photoshop. C'est un peu. Ben, là, c'est limite hein, quand même. Ouais, quand c'est précis à ce point-là, c'est très limite. Et en même temps, je me suis rendu compte que, parce que je vois avec d'autres personnes qui font comme moi et qui parfois font du full 3D, ils appellent ça. C'est-à-dire que tout est modélisé, et même les personnages, tout. Et je crois que tant que je fais que de perspectives, hein, je suis plus rapide qu'eux, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, si on demande à partir de 3 perspectives sur un bâtiment, là, il vaut mieux faire tout en modélisation. Jusqu'à 2 perspectives, en Photoshop, je suis encore assez rapide. Plus rapide que ça. C'est très long aussi de tout modéliser. Hein. Ça prend quand même un temps dingue, quoi. Bon, après, une fois que la modélisation est faite, en même temps, on peut avoir 10 000 points de vue. C'est sûr. C'est un risque aussi, parce qu'en même temps, on croit que c'est rapide, mais après, il faut lancer les calculs des machines, tout ça, c'est pas si... C'est quand même un procédé très lourd. Alors que ce que me disent mes clients, par rapport à qui travaillent avec les deux, c'est que c'est vrai que moi, je suis très réactive, en fait. Même à la fin, à 1 heure du rendu, je peux encore changer des trucs, mais des grandes
alors que les gens qui sont sur modélisation, ils sont coincés, quoi. Si on les avertit pas 3 jours avant, c'est pas possible. Voilà. Donc je peux... Ah pardon, je vous voyais pas. Ah non, mais je pars d'un SketchUp quand même. Là, ils m'ont fourni un SketchUp quand je fais ça en général. Et puis après, je reprends les façades, les plans, tout ça, et puis je reconstruis la perspective. Je la reconstruis aussi, je la redessine, quoi. À la base, c'est le dessin. La perspective, il faut que la perspective soit juste, tout ça. Voilà. Je peux vous montrer aussi d'autres perses que j'ai fait. Ça, c'était pour Beckman NTP, à Nantes. Et puis là, la préfecture de Rennes, voilà. Enfin, j'en ai plein d'autres. Voilà. Pardon. Je pense que c'était une présentation assez complète, à la fois quelque part du métier, une forme de technique, et puis dans cette relation avec à la fois le commanditaire, donc qui est l'architecte, et puis cette question à se poser, quel dessin, pour qui, comment, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y a eu quelques questions comme ça un peu spontanées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, tout aussi spontanées, mais à faire dans le micro, que tout le monde entende? En tout cas, un conseil que je vous donnerai toujours, faites un croquis avant à la main, toujours. Parce que comme ça, vous aurez une vision claire des choses. Parce que quand on commence à s'embarquer dans du Photoshop, tout ça, puis c'est ultra tentant, c'est tellement magique, mais ça va beaucoup plus vite, ça sera toujours beaucoup plus clair si vous avez déjà fait un croquis à la main, très simple, très très simple. Il ne faut pas toujours être très simple, pas simpliste, simple. Moi, j'aurais juste la question de savoir si vous avez des architectes qui, au niveau de la représentation, on a des très connus qui ont des pattes, enfin des façons de faire. Savoir s'il y en a quelques-uns qui sont un peu icônes pour vous ou pas. Ah oui. Par exemple, Sanave, genre de choses. Moi, il y a une équipe d'architecture dont j'adore les rendus, c'est RCR, les Espagnols de RCR. Ah ouais, ça j'adore. Et en même temps, là, ces derniers temps, je pense qu'ils ont changé de persman. Je pense qu'avant, ils avaient un persman à domicile et je trouvais que les perses étaient vachement simples, d'une efficacité incroyable. Et là, elles se deviennent un peu plus bavardes et ça me plaît moins. Mais RCR, oui, j'adore. Par exemple, il y a des architectes allemands comme Boles Wilson qui ont aussi... Lui, il a un travail à la main qui est incroyable. Ils ont vraiment... et ça va avec le plan, ça va avec plein de choses, une charte de couleurs qui est vraiment très très belle. Mais non, ils sont quand même assez rares, les architectes qui ont une ligne graphique comme ça. Hein. Alors il y a Nouvelle qui de temps en temps, qui a eu des grandes, avec Artefactory qui a fait des choses incroyables. Mais c'est vrai qu'actuellement, non, je vois pas sinon. Ce qu'il y a, c'est que c'est un investissement énorme hein, d'avoir... ou un persman, un graphiste. C'est un travail en plus, moi, que je trouve assez essentiel. Mais bon, c'est déjà tellement complexe ce boulot d'architecte que... Mais enfin, c'est essentiel, il faut communiquer. Si vous voulez faire passer votre projet, il faut le faire passer, il faut le faire comprendre. Donc la communication est essentielle. Après, le souci d'aller encore plus loin dans la charte graphique, dans la charte des couleurs... Après, je pense que c'est l'architecte qui aime ça et pour lui c'est important, mais c'est pas non plus essentiel pour construire et bien construire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans les agences ou les architectes de ce calibre, quoi, c'est-à-dire des agences qui travaillent, qui ont une commande sur des gros projets ou des très gros projets et assez régulières, donc il y a comme ça une externalisation d'un certain nombre de choses qui ne se font pas à l'agence. Alors il y a le choix pour la plupart d'externaliser cette partie-là de communication graphique, mais qui est pas, c'est pas une façon de se décharger de la question du dessin. C'est presque le contraire, c'est qu'à un moment, à partir du moment où on fait appel à un prestataire qui est un peu extérieur, alors un peu extérieur parce qu'on voit bien qu'il y a des affinités entre les agences et les illustrateurs d'architecture,
le fait de commander, enfin, de faire une image au moment du projet, on est obligé aussi de définir son projet, de définir ce qu'on veut, de revenir sur ce qu'on a dit, et ça permet d'avancer le projet. Il faut bien comprendre que c'est ce qui a été dit un peu en introduction, l'image ne vient pas à la fin pour faire quelque chose faire une belle image d'un projet qui existe. L'image vient évidemment pour communiquer le projet, mais aussi pour développer le projet. Et même si c'est dans ces agences, les gens le font de façon externalisée, c'est une façon d'avancer le projet et de le réfléchir et de le concevoir. Mais c'est vrai, pour revenir, c'est vrai que l'intérêt de travailler souvent avec les mêmes, hein, c'est vrai qu'on se connaît aussi. Moi, je sais leurs obsessions, je sais ce qui est important pour eux, et du coup, ça va plus vite. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. C'était par rapport à un truc que tu as dit. Je sais plus quoi. Je commence à fatiguer, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, si, c'est ça que je voulais dire. C'est que souvent, les architectes me disent que quand ils voient le dessin, ça leur sert de vérification. En fait, ils sont jamais trop sûrs jusqu'au bout, même avec SketchUp et tout ça. Parfois, ils ont des doutes énormes, et le fait d'avoir le dessin, ils disent « Ah, c'est bon, on voit que ça fonctionne. » Voilà, là, on est sûr. Souvent, ils me disent ça, que ça vérifie, en fait. Alors, ça, c'est pas bien. Non, c'est vrai qu'il y en a qui découvrent, mais alors ça c'est redoutable. Je dis, c'est pas possible quand même de découvrir son projet. Et alors souvent, les gens me disent, ah, il est bien le projet. Alors je le prends pour moi, je me dis, ah, c'est pas que le projet est bien, c'est le dessin qui est bien aussi. Hein, mais c'est bon. Au début, ça m'a vexé. Je me dis, ah bon, il faudrait dire que le dessin est bien, plutôt que de dire que leur projet est bien. Ah oui, puis il y a aussi un autre truc aussi qu'on dit souvent, c'est que quand un concours gagne, c'est que le projet est bien. Et quand un concours perd, c'est que les pertes sont ratées. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a éventuellement une question ou une remarque ou... Bon, je pense qu'on a... Bon, merci pour cette intervention, je pense. Merci.